Bonjour à tous et bienvenue à vous, Clémentine Autain, qui est aujourd'hui l'invité du forum Radio J. Alors, Front Social, réforme des retraites, laïcité, la France Insoumise a-t-elle des propositions à faire ou se contente-t-elle de rejeter en bloc les propositions du gouvernement? Et puis avec en ce dimanche, nous allons commencer par ce dossier, l'épreuve de force qui se poursuit entre la direction de la SNCF et les cheminots qui ont fait jouer leur droit de retrait après un accident survenu mercredi. Et puis avec donc à la clé la paralysie du trafic. Alors une question simple, Clémentine Autain, est-ce que la mise en avant du droit de retrait est vraiment justifiée? Bonjour à toutes et tous. Oui, il me semble que ce droit de retrait est justifié parce qu'il y a des conditions de travail dégradées à la SNCF depuis la privatisation et une situation sociale qui se tend, économique qui se tend, et en même temps depuis Brétigny, parce que c'est quand même pas le premier incident qui se passe, comme il y a moins de personnel dans les trains, la sécurité est aujourd'hui devenue une inquiétude qui n'existait pas autrefois. Et donc je pense que les personnels sont à cran parce que leurs conditions de travail se sont détériorées, que le nombre de personnel dans les trains a considérablement diminué. Donc on a une détérioration du service qui rejaillit sur les personnels, et donc à un moment donné, cette inquiétude, elle se cristallise par ce droit de retrait qui n'a pas été, ce sont pas des syndicats qui... Enfin, vous avez vu ce qu'a dit Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, c'est ce matin dans le Parisien, il dit il y a derrière les syndicats, notamment la CGT. Mais les syndicats soutiennent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une initiative de longue date, c'est à un moment donné des salariés qui ont peur et qui disent oui, on fait jouer le droit de retrait. Trois questions sur le droit de retrait. Normalement, le droit de retrait s'exerce à titre individuel en cas de danger grave ou imminent. Et donc, c'est ce qui pousse le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Djebari, à accuser les syndicats et notamment la CGT. Donc ça, vous dites, il a tort. Moi, j'accuse le gouvernement. Vous l'avez accusé de quoi? De ne pas avoir pris les mesures après les différents accidents qui permettraient de soutenir la SNCF pour garantir des conditions de travail décentes pour les salariés et faire en sorte que la sûreté soit là aussi prise au sérieux. Rien n'a été fait. Les conditions à la SNCF, je le redis, se détériorent. Et ça remonte et le gouvernement ose pointer du doigt aujourd'hui les syndicats et les salariés qui font valoir leur droit de retrait. On va parler du gouvernement, des et il n'y a pas déclarations. qu'à la SNCF. Vous avez vu à l'Éducation nationale. On va parler vous de avez ça. carrément une directrice qui dans votre département se suicide, bien sûr, qui se suicide pour essayer d'interpeller le gouvernement sur la détérioration des conditions de travail. On va en parler, mais on poursuit sur le droit de retrait. Puisque vous dites qu'il s'agit d'un droit de retrait, je suis d'accord avec ça. Pourquoi n'avoir pas exercé, plutôt que d'avoir exercé ce droit de retrait sur l'ensemble du réseau, notamment sur le réseau TGV et le réseau Ouigo, pourquoi ne pas l'avoir exercé uniquement sur le réseau TER utilisant des trains similaires à celui accidenté mercredi? Parce que je pense que la solidarité, elle joue parce qu'il y a une inquiétude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce droit de retrait sans l'inscrire dans un contexte plus général à la SNCF. C'est ça qu'il faut bien saisir. Et si on ne le saisit pas, on ne comprend rien à ce qui se passe. Dans ce contexte, parce qu'il y a aussi le contexte, la paralysie du réseau sans préavis du fait de la suppression de trains, notamment des Ouigo. C'est-à-dire, il faut le préciser quand même, les Ouigo, c'est les TGV les moins chers, donc qui sont utilisés notamment par les Français les moins privilégiés, les plus défavorisés. 38 400 personnes restées en gare samedi. Un Ouigo sur 3 se fonctionnera aujourd'hui. Est-ce que nous assistons pas quelque part à une prise d'otage des voyageurs de la SNCF? Mais c'est toujours ce qu'on a entendu. Quand il y a une grève, forcément... vous dites grève, donc pas droit de retrait? Non, quand il y a une grève ou un droit de retrait, d'accord. Quand il y a, si vous voulez, c'est l'argument qu'on utilise dans le cas des grèves, ce que vous dites, c'est ça que je veux dire. Là, il y a un droit de retrait. Bon, mais évidemment que les pénalisés immédiatement sont les personnes qui ne peuvent pas se rendre au travail, à un rendez-vous médical, etc. Et là, etc. on était jour de départ en vacances. Et jour de départ en vacances. Donc, je comprends tout à fait que les gens soient pas contents sur le quai. Enfin, c'est typique. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que ce que font les salariés, c'est défendre le transport. Et le transport public de qualité, c'est ça qui se joue. Donc il ne faut pas opposer ceux qui prennent le train avec ceux qui permettent au train de circuler et qui expriment leur colère à juste titre. Au contraire, ce qu'ils font, c'est pour leurs conditions de travail, mais c'est aussi pour un service de transport de qualité. On va comparer avec l'Angleterre, et il faut le faire, parce que l'Angleterre de Thatcher a totalement démantelé le service ferroviaire. Et au bout d'un moment... Vous dites c'est le cas en France ? Bien sûr. Démantèlement du transport ferroviaire ? C'est clair.
Ah bah c'est clair, et ça fait un moment que ça et dure. Depuis quand? Et de la Poste. C'est la faute à Macron ou ça? Non, ou c'est ça bien remonte à antérieur. beaucoup plus tard, C'est bien beaucoup plus antérieur. tôt? Mais c'est une logique de privatisation, de libéralisation en pensant que ça va mieux marcher. On donne les parts juteuses, et c'est ce qui se passe aussi à la Poste, au privé. Et ensuite, ceux qui sont censés assurer le transport pour tous, le font dans des conditions qui sont des conditions infernales. Et ça, nous, comme usagers, on s'en rend compte. On s'en rend compte par plein de petites choses. Les horaires de train. On prenait autrefois, la France était connue quand même pour ses horaires très très stricts. Pourquoi les trains n'arrivent plus à l'heure et ne partent plus à l'heure? C'est parce qu'il y a moins de personnel. Donc dès que vous avez un incident, le temps d'arrivée des personnels est beaucoup plus lent. Et donc c'est ça qui dérègle. C'est peut-être aussi que parce que tous les investissements ont été faits sur les TGV, les TER, les trains de province ont été délaissés et le gouvernement a annoncé que ça allait changer. Oui, enfin il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre problème, permettez-moi de le dire, c'est qu'on est dans un moment où la question du climat est fondamentale et que le prix du train augmente. Moi, je suis frappée de ça. Ah, c'est terrible. Et c'est moins cher parfois de faire un Paris-Nice en avion que de le faire en train. Paris-Nice, c'est le mauvais exemple. Non, c'est pas le mauvais exemple. Si vous prenez, enfin bon, on va pas comparer, mais même Paris-Marseille, Paris-Nice, bien sûr, vous pouvez avoir un prix moins cher à l'avion si vous le prenez en avance, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la concurrence de l'avion devient parfois au détriment du train. Et ça, c'est anti-écolo à souhait. Anti-écolo à souhait. On va parler de justement la prise de position d'Édouard Philippe, qui, hier de la gare de l'Est, a parlé d'un détournement du droit de retrait, d'une grève sauvage et de son impact inacceptable sur le trafic en ce début de vacances scolaires. Et puis, il a aussi demandé à la direction de la SNCF de voir ce qui pouvait être fait au niveau juridique. Et il n'a pas une idée de ce qui peut être fait pour que ces incidents ne se reproduisent pas, parce qu'il ne répond pas à l'inquiétude. Oui, mais qu'est-ce que vous répondez à ce moi, qu'il je a suis dit? très en colère contre le Premier ministre parce qu'il ne répond pas à l'inquiétude des salariés qui ont fait valoir leur droit de retrait. Il ne leur dit rien. Il demande à ce que il dit que c'est il y ait des sanctions un dévoiement, contre eux. Un détournement du droit de retrait. Exactement. Et donc, il veut les sanctionner et il ne répond pas à leur colère. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement à la SNCF qu'il y a des inquiétudes sur les conditions de travail qui se détériorent. C'est vrai dans l'éducation nationale. Le ministre, on reste sur la SNCF, on va parler d'éducation après. Oui, mais les ministres et le gouvernement ne sait pas répondre autre chose à l'angoisse des salariés que de judiciariser, que de pointer du doigt et non pas de répondre à l'inquiétude qui s'exprime. Et ça, c'est un vrai problème avec ce gouvernement qui va dans le mur. S'il croit qu'il peut gouverner et imposer ses mesures sans considérer les personnes qui travaillent et qui font vivre ce pays, alors là, franchement, je pense qu'on va dans le mur. Jean-Baptiste Djebbari qui évoque une action devant le tribunal de grande instance, c'est justifié ou pas? Mais moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que ce droit de retrait est justifié. Après, si on veut judiciariser la politique, la vie sociale de notre pays, allons-y. Mais je pense que ce n'est pas de bonne méthode. Est-ce que vous encouragez les cheminots à poursuivre leur action indéfiniment, c'est-à-dire au-delà de la semaine prochaine? C'est pas moi. Moi, je suis pas dirigeante syndicale. Oui, mais je dis franchement, je suis pas dirigeante syndicale, donc c'est eux qui savent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut continuer? En tout cas, s'ils le font, je les soutiendrai. Si c'est ça votre question. S'ils le font, vous les soutiendrez. Bien sûr. Donc vous leur dites, allez-y quelque part. Je pense qu'il faut obtenir des garanties pour une amélioration à la SNCF et des conditions de sûreté pour les personnels et pas simplement pour les personnels, parce que dans les trains, ce sont aussi ceux qui sont passagers qui peuvent être victimes, et c'était d'ailleurs le cas là, de frayeurs, voire même d'incidents qui les paralysent ou qui posent problème. Quand vous dites s'ils le font, je les soutiendrai, c'est donc aussi la position de la France Insoumise. Je sais pas où il y a l'instance exacte. Enfin, j'ai pas discuté, mais je pense qu'en effet, c'est cohérent avec ce que nous défendons globalement, oui. Donc, s'ils les font, vous les soutiendrez. Et est-ce que quelque part, d'ailleurs, c'est juste qu'à la France Insoumise et plus globalement dans notre famille politique plus large, nous comprenons leur colère. Donc, nous comprenons leur colère. Donc, nécessairement, s'ils font valoir leur droit de retrait et qu'ils estiment qu'il faut poursuivre, nous serons à leur côté, oui. Et la colère des usagers, vous pouvez la comprendre? Mais évidemment. Et pour moi, elles ne s'opposent pas l'une à l'autre. Même si concrètement, et j'en ai fait les frais, je vois bien que jusqu'à notre RERB a été impacté, et je le comprends. Je comprends les salariés et je comprends ceux qui sont agacés sur le quai. Et alors nous sommes et l'idée d'opposer sans arrêt les deux est un vrai problème quand même. Alors nous sommes à un mois et demi de la grève illimitée annoncée pour le 5 décembre par les syndicats dans les transports ferroviaires. Vous souhaitez aussi qu'ils aillent jusqu'au bout? Est-ce que la réforme des retraites mérite une paralysie de la France?
Un refus de la réforme des retraites, plutôt, mérite une paralysie de la France. Je vais vous dire, j'ai commencé vraiment à m'intéresser et à être engagée politiquement au moment du mouvement de 95, vous vous en souvenez, qui était contre les retraites, où justement la France avait été particulièrement paralysée, il neigeait, vous vous souvenez. Et c'était en décembre, pareil. Est-ce qu'on assiste... Et il y avait le plan Juppé sur les retraites. Est-ce que vous souhaitez qu'on assiste à un remake de 95 ? Oui. Oui, quoi. Je le souhaite. Oui, je souhaite. Mais vous souhaitez quoi, préciser les choses ? Je souhaite que la mobilisation soit énorme contre cette... je ne dirais même pas cette réforme, parce que c'est cette contre-réforme des retraites, parce que il se joue très, très, très gros autour de cette affaire et qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il recule, parce que le système par points est inadmissible. Ça signifie très concrètement une baisse des pensions. Voilà. Le système à points, c'est la baisse des pensions. L'égalité qu'ils nous vendent entre les hommes et les femmes et entre tous contre les régimes spéciaux, en réalité, en bout de course, ce sera l'inégalité, et sur l'inégalité homme-femme, et finalement le fait qu'on abandonne la considération pour la pénibilité du travail. Vous savez qu'on a un président de la République qui pense que parler de métiers pénibles, c'est pas une bonne idée, parce qu'il n'y a pas de pénibilité. Et c'est vrai que ça a mis en colère beaucoup de Français. C'est pas tout à fait ce qu'on a compris dans les déclarations de Macron. Vous l'avez bien entendu sur la pénibilité. Il n'aime pas le mot parce qu'il a dit très exactement, le président de la République, je n'aime pas le mot parce qu'il laissera croire qu'il y a des métiers pénibles. Oui, il y a des métiers pénibles. Et donc, il faut s'arrêter avant. Sur la réforme des retraites, Matignon, Édouard Philippe a annoncé jeudi que la concertation était ouverte, que le projet de loi n'est pas écrit. Ça veut dire donc qu'il est ouvert. Ça veut dire que le gouvernement a peur. Ou qu'il est prêt à négocier avec à la clé plusieurs options. Parce qu'il a peur, il est contraint de négocier. Je finis ma question. Avec à la clé plusieurs options sur l'entrée en vigueur de la réforme et sur les durées des transitions. Le tout à l'étude avec les partenaires sociaux, donc les syndicats discutent. Alors pourquoi ne pas laisser la chance à la négociation ? Parce que la négociation, pour qu'elle se passe correctement, il faut qu'il y ait une pression populaire. Si vous laissez seuls les syndicats en tête-à-tête avec le gouvernement, et d'ailleurs, quand on dit partenaires sociaux, on met dans le même blot le MEDEF et les autres syndicats. Donc, vous voyez bien que ce qui peut permettre de faire pression véritablement, c'est la mobilisation populaire. Donc, moi, je souhaite que nous ayons, sur ce sujet qui me semble majeur cette année, une immense mobilisation sociale. Ça veut dire quoi, immense ? Ça veut dire des millions de personnes ? La plus grande possible, des millions de personnes. Des millions, et donc, au-delà des cheminots ? Bien sûr, au-delà des cheminots. Après, vous avez des secteurs. Grève générale ? Oui, vous avez des secteurs. Oui, quoi. Oui, mais ça se décrète pas une grève générale. C'est pas moi qui vais dire. Ça doit déboucher là-dessus ? Je pense qu'il faut une grève massive, la plus massive possible. Ou pas ? Générale, oui, pourquoi pas. Si on peut avoir une grève générale pour empêcher ce recul. Vous savez, le problème, c'est ce qui est martelé, ce que les gens ont dans la tête, c'est-à-dire l'idée, parce qu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Vous savez, toutes ces idées reçues qu'on a là en tête. Il faut bien comprendre la situation. Vous avez plus de 10% de chômage. Vous savez, les plus de 55 ans sont particulièrement au chômage, et les jeunes. Oui, mais en particulier les jeunes et les plus âgés. Bon. Donc moi, je pense qu'il faut partager le temps de travail et partager les richesses. Et cette refonte-là, elle suppose non pas l'allongement de la durée de travail, mais bien au contraire la diminution de la durée de travail. Et c'est là où on a un vrai désaccord avec ce gouvernement. Quand on parle des cheminots, on va quand même préciser les choses. À la SNCF, les agents sédentaires nés avant le 1er janvier 62 peuvent partir dès leurs 55 ans. Et les roulants, donc les cheminots qui conduisent les trains, sur lesquels donc se focalise aujourd'hui l'attention, peuvent quitter le rail dès leurs 50 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1967. À condition, il faut le préciser, qu'ils aient exercés en tant qu'agents de conduite durant 15 ans minimum. En sachant que les seuils sont d'ores et déjà en augmentation de 2 ans pour les générations plus jeunes. Est-ce pour vous l'équité, voire la justice sociale ? Moi, je ne crois pas à l'équité, je suis pour l'égalité. Est-ce que c'est l'égalité par rapport aux travailleurs du privé qui doivent partir à la retraite à 62 ans ? Mais je vais vous dire la vérité, c'est que là, au motif de l'équité, je n'aime pas ce terme. Pour moi, c'est l'égalité, pas l'équité. C'est ni équité ni égalité, là. Au nom de l'égalité, on abaisse tout le monde vers le bas. Et ça, c'est vrai pour plein de sujets dans notre société aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mener la bataille. C'est que là, le mécanisme, on va vous dire même, moi, je suis prête à regarder. Vous avez des ingénieurs qui partent très tôt à la retraite parce qu'ils sont à la SNCF. Est-ce qu'ils ont un métier particulièrement plus pénible que d'autres qui, en effet, sont dans le privé ? Ça, je peux tout à fait l'entendre. Le problème, c'est que la remise à plat qui est faite aujourd'hui, elle vise pas à nous tirer vers le haut et vers l'égalité et la reconnaissance de la pénibilité. Elle vise, au nom de l'équité, à abaisser le niveau de
des pensions, à mettre un système par points, et donc au total, à ne pas avoir quelque chose qui est favorable et qui est juste. Donc non. Alors, non. Une question simple par rapport à la réforme des retraites. S'il y a blocage, si ça bloque, est-ce que la solution, ce serait pas d'organiser un référendum sur la réforme des retraites ? Est-ce que vous y seriez favorable ? Pourquoi pas, mais il faudrait déjà qu'on connaisse les contours de la dite réforme. Il y a des réforme. négociations, on va connaître les contours. Moi, je suis pas opposée dans des grands sujets. Non, les grands sujets, pas peur en tout cas. Oui, vous êtes plutôt favorable à un tel référendum. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que pourquoi pas un référendum, on précise. Oui, pourquoi pas un référendum ? Oui, bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les grands sujets. Et vous appelez Emmanuel Macron ? Je pense qu'on le gagnerait d'ailleurs. Oui, je le crois. Non, mais donc vous croyez que vous pouvez gagner ? C'est-à-dire, les opposants à la réforme peuvent gagner. Oui, je le crois. Mais donc, vous appelez Emmanuel Macron à organiser ce référendum, en cas de blocage. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui vous fait dire, on peut le gagner, ce référendum, on va le gagner ? D'abord parce que je pense qu'on a des arguments très solides à faire valoir, donc ce serait l'occasion d'un grand débat de société. Parce qu'encore une fois, je pense que ça touche au partage des temps de la vie, et au partage des richesses. Donc, derrière cette question des retraites, se jouent vraiment beaucoup de sujets qui sont au cœur, je dirais, du modèle de société qu'on a envie de voir advenir, de l'idée même aussi de progrès. Le modèle social ? Oui, du modèle social, du progrès, la notion de progrès, et la notion d'égalité. D'égalité, non pas d'équité, j'insiste là-dessus. Donc, je pense qu'on pourrait avoir, en effet, un débat tout à fait passionnant, et ma conviction, c'est que nous serions en capacité de le gagner, oui. Alors, tout à l'heure, vous faisiez le rapprochement, le parallèle entre ce qui se passe à la SNCF et ce qui se passe dans l'éducation nationale, avec notamment ce suicide d'une directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis. Christine Renon. En Seine-Saint-Denis. Oui. Moi, j'ai été bouleversée, comme beaucoup, parce que en arrivée à ce stade, je veux dire, de dire j'en peux plus, j'y arrive plus, et elle s'est suicidée en laissant une lettre très claire et mettant en cause les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est ça qu'elle explique bien, c'est toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui font qu'à un moment donné, il y a un sentiment de très grande solitude. Et bon, ça arrive en Seine-Saint-Denis, c'est pas un hasard, hein. Vous savez qu'il y a un rapport parlementaire qui a été remis et qui indique que sur les missions régaliennes, justice, police, éducation, l'État donne moins en Seine-Saint-Denis, indépendamment de la situation sociale de ses habitants, par rapport à tous les autres départements. Et alors, qu'est-ce que vous dites ? Donc on est en situation de grande détresse. Et alors, vous disiez tout à l'heure, les ministres n'entendent pas ce qui se passe ? Non, je trouve que... Donc, ministre des Transports... À part le ministre de l'Intérieur, qui défend les policiers en toutes circonstances. Hein, il a tort ou pas ? Oui, je pense que quand il y a violence policière, je crois que le ministre se doit... C'est ce que vous avez dit jeudi soir à la télévision. Exactement, le ministre se doit de le dire, parce que c'est aussi mettre en péril les policiers que de ne pas faire valoir la justice dans ce cas-là. Mais il défend son corps. À l'éducation nationale, pas du tout. Et vous considérez que Jean-Michel Blanquer ne défend pas le corps enseignant et le personnel ? Il ne trouve pas les mots. Il met du temps à réagir et il ne considère pas cette détresse qui existe aujourd'hui, qui est liée aussi à la bureaucratisation. Il faut appeler un chat un chat. Hein. On demande aux professeurs, aux directeurs, aux directrices d'école sans arrêt d'évaluer, de rendre des comptes, de la paperasserie, vous voyez ce que je veux dire ? Et on leur donne de moins en moins de moyens, de moins en moins d'écoute sur les difficultés de leur métier. Donc il y a une situation qui d'ailleurs rejaillit sur les recrutements, puisque vous savez que maintenant on a des concours, et c'est quand même assez neuf, où on n'a pas suffisamment de candidats. Pas suffisamment de candidats, incroyable. Pas assez de postes pourvus. Mais aussi parce que les salaires des enseignants, c'était un tabou, et je trouve qu'il est de moins en moins tabou. Et moi je le dis, j'ai pas peur de le dire, je pense que les enseignants en France sont particulièrement mal rémunérés, injustement rémunérés. Et le respect débute avec le respect du travail effectué et donc du salaire. Oui, je le crois. Mais ça fait aussi des années que ça dure. Exactement. Et comment on fait pour en sortir ? Et on est mal classé dans les pays de l'OCDE par rapport à cette rémunération des enseignants, ce qui est complètement fou dans un pays aussi riche que le nôtre. Et vous voyez, je trouve qu'il y a un enjeu d'échelle de valeur. L'éducation, c'est fondamental. Je veux dire, l'éducation, c'est le cœur d'une société républicaine. Et maltraiter ses enseignants et avoir un ministre qui n'a pas la compassion, qui n'a pas les mots, il ne trouve pas les mots. Voilà. Pour dire, En tout cas, c'est vous qui le dites, hein. Oui, je le trouve, je l'ai entendu, on lui a posé des questions à l'Assemblée nationale, à 2 reprises d'ailleurs, hein. Et je trouve dans sa réponse vraiment beaucoup de caractère défensif, et il n'accompagne pas. Et la colère des enseignants est immense. Elle est immense et je la comprends. Là, vous parliez de l'OCDE un instant, on va parler de l'Europe, hein, Clémentine Autain. C'est là l'un des dossiers d'actualité de cette fin de semaine, ce week-end. L'impasse autour du Brexit après le report du vote au Parlement britannique. C'est un report salutaire ou pas, Clémentine Autain ?
Ce qui est pas salutaire, ce qui est salutaire, c'est qu'il y a quand même un processus de type démocratique en Grande-Bretagne pour négocier ce Brexit. C'est assez impressionnant. Ça fait 3 ans que ça dure. Hein. Oui, certes, mais enfin, c'est quand même. Mais ça devait être réglé tout de suite. Hein. Puis, ça a pris 3 ans, ça a pris. Mais pourquoi aussi ça met 3 ans ? C'est que l'Union européenne a mis vraiment tout en œuvre pour que la négociation se traduise par une humiliation des Britanniques. C'est ça la vérité. Oh oui. Humiliation des Britanniques. Ah oui, je le dis, je pèse mes mots. C'est pas plutôt une humiliation de l'Europe par les Britanniques ? Non. Non. Humiliation. Et qu'est-ce que vous voyez cette humiliation des Britanniques ? Parce que dans les négociations, il y a une très grande dureté de la part de l'Union européenne qui veut faire une démonstration que c'est pas possible de sortir comme ça de l'Union européenne. Voilà. Humiliation d'ailleurs, quand vous dites humiliation des Britanniques par l'Union européenne ou par Emmanuel Macron ? Par l'Union européenne. Non, j'insiste, par l'Union européenne. Un peu comme avec les Grecs. Avec les Grecs, c'était une humiliation totale. La Troïka a dit, on vous met la tête sous l'eau, vous devez vraiment signer tout ce qu'on vous demande. Et c'est une très grande humiliation du peuple grec. Et maintenant, c'est une humiliation pour d'autres raisons. Hein, c'est pas la même chose des Britanniques, mais pour faire à chaque fois la démonstration que soit on se plie aux injonctions de la Troïka, de ceux qui dirigent l'Union européenne, soit on vous mène la vie très très dure. Le Premier ministre britannique Johnson a raison contre l'Europe ? Non, parce que le Johnson, il veut faire signer. Après avoir dit qu'il voulait pas signer, après avoir envoyé 3 lettres. Il veut faire signer. Et de toute façon, comme vous le savez, mon problème n'est pas tant est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on sort pas. Pour moi, c'est pas la question d'entrée. C'est quelle politique on veut mener. Et donc, vous voyez bien que je ne peux pas être d'accord avec Johnson. Mais alors, c'est-à-dire que les présupposés qui accompagnent le choix de Johnson sont absolument pas ceux du Labour et ceux que je défends. Vous voyez ce qui se passe. Donc, c'est le oui ou non. Enfin, c'est un peu comme au moment du traité constitutionnel européen. C'est-à-dire que on peut être amené, si c'est binaire, on sort pas, avoir une même réponse. Mais au fond, ce qui se joue, ce sont des projets qui sont de nature totalement différente. Donc il y avait ce qu'on appelait un non de gauche, vous vous souvenez à l'époque, mais il y avait aussi un non qui était un non de repli, un non souverainiste, qui est pas du tout le non auquel je crois. Donc moi, mon problème n'est pas l'échelle de souveraineté. Exactement, mais plutôt toujours un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire que les peuples décident, quelle que soit l'échelle, que les peuples, les villes, les régions, l'échelle européenne. D'où votre proposition éventuellement d'un référendum sur les réformes des retraites. Exactement, la souveraineté d'abord, et ensuite, en même temps, qui doit s'accompagner de la question du sens des politiques que l'on veut mener. Donc pourquoi cette Union européenne, je la combats ? C'est pas parce que c'est l'échelle européenne. Je crois qu'il faut des échelles supranationales dans le cadre de la globalisation qui fonctionne. C'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce monde austère qui est totalement soumis aux normes de la finance et que ça, c'est pas possible. Et alors, pour la France, vous diriez, il faut sortir de l'Union ou pas ? Et de l'euro ou pas ? Non. Je dis qu'il faut mener la bataille parce qu'encore, je vous le redis, je pense que dans le cadre mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui, faire valoir un projet émancipateur, combattre le capitalisme, répondre aux défis climatiques, vous croyez qu'on va pouvoir le faire dans le cadre des frontières nationales ? Qui peut croire ça ? Personne. Alors, donc il faut bien un cadre large. Mais si ce cadre large ne nous sert à rien, je veux dire, l'Union européenne qui signe des traités de libre-échange à tour de bras aujourd'hui, est-ce qu'elle nous aide dans le combat contre le réchauffement climatique ? Non. Donc c'est bien le problème. Autre sujet, il faut qu'on avance. Autre sujet. On a vécu une semaine de débats et de polémiques autour du port du voile. Et qu'est-ce que cela dit de l'état de la société française ? Moi, je suis atterrée. Je peux pas vous dire autrement. Je suis atterrée et profondément inquiète du climat, en fait. Parce qu'il faut se rendre compte comment la polémique, le week-end dernier notamment, est montée. On a vu un élu d'extrême droite demander à une femme voilée, accompagnatrice d'élèves dans un conseil régional, de prendre la porte, qu'elle n'était pas légitime à être là, alors qu'elle était dans son bon droit. Du point de vue de la laïcité, du droit français, elle était dans son bon droit. Et alors depuis, vous avez vu ce qui se passe, un certain nombre de dirigeants politiques, là c'est plutôt du côté de LR, demandent des lois. Une loi. Non mais sur vous voyez ce le sujet. niveau de délire. J'ai même entendu Nadine Morano expliquer qu'il fallait interdire le voile dans l'espace public. Alors si on interdit le voile dans l'espace public, on va où ? On interdit les kippas dans l'espace public, on interdit les nonnes de sortir de chez elles. Enfin, je veux dire, c'est délirant. C'est absolument pas le compromis de 1905 qui était un compromis pour éviter la guerre civile. Et là, ce qui m'inquiète, c'est ça, mais c'est Blanquer, le lendemain, parce qu'il le faut ministre de préciser l'Éducation nationale. Il faut préciser les choses. 1905, la loi sur la laïcité, c'est pas l'interdiction des religions, c'est la possibilité pour tous de pouvoir pratiquer leur religion. Exactement. C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et la neutralité de l'État, elle est pour les fonctionnaires de l'État.
Elle est pour l'État, elle n'est pas pour... Les citoyens, individuellement, si vous voulez, ils doivent respecter les principes de laïcité, mais ils ne doivent pas, eux, être contraints dans tous les espaces de vie à masquer tout signe religieux. C'est pas ça la laïcité. C'est pas ça la laïcité. Hors de question qu'une loi soit votée à ce sujet. Et quand Emmanuel Macron met en garde, c'était mercredi, contre les amalgames entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme et de laïcité, je suppose que vous approuvez ? Oui, j'approuve, sauf que il ne dit rien quand son ministre de l'Éducation nationale fait des sorties au même moment hallucinantes. Il explique qu'il va falloir demain signaler des petits garçons qui ne donneraient pas la main aux petites filles. Alors moi j'ai ironisé en disant mais mon fils peut-être sera demain signalé. Ça n'a aucun sens. On perd la tête, je vous assure, on perd la tête. Le cœur et la raison, les deux. Vraiment le cœur et la raison. Parce que cette scène a bouleversé au conseil régional parce qu'on a vu le petit garçon pleurer. Et je me dis qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer avec ce gamin qui voit cette scène. Cet enfant qui voit cette scène, vous croyez qu'on l'amène à penser que la République l'inclut, que la laïcité est un principe qui apaise? Je ne le crois pas. Quand Blanquer fait des sorties de la sorte et qu'il n'est pas vraiment tensé, il n'est pas repris par le président de la République et le Premier ministre, on va où? Et ensuite, on a carrément un journaliste qui dit sur un plateau très, très tranquillement que le voile peut être comparé à un uniforme SS. Et on a un questionnaire dans une université qui fiche et qui rappelle des heures sombres de l'histoire. Parce que franchement, quand on voit ça... Ça rappelle le nazisme? Les signes... Le pétainisme? Ouais, toute comparaison n'est pas raison, donc je fais toujours très attention avec les mots. C'est le questionnaire c'est du fichage, les signaux faibles. Les signaux faibles, alors faut lire la liste, parce qu'il y en a quelques-uns, on peut dire bon, mais faut lire la liste. Ça intéresse subitement aux questions internationales. Non mais écoutez... Attendez, quand vous dites ça rappelle des heures sombres de l'histoire, est-ce que vous accusez le gouvernement et Emmanuel Macron d'aller vers le pétainisme? C'est pas comme ça que je le formulerai. J'ai lu le livre de Michael Feussel, que je recommande, qui s'appelle Récidive, et qui est un livre sur 1938. À l'époque, vous avez un gouvernement qui est le gouvernement Daladier. Et ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sauter les digues. D'abord, il fait sauter les digues sur les principes. Et à l'époque, la haine des Juifs s'exprime dans l'hémicycle avec des députés qui le disent. Il faut quand même se souvenir de cette époque-là. Et en même temps, il a une politique d'austérité, de très grand libéralisme et des lois répressives des mobilisations sociales. Et vous faites un parallèle entre le gouvernement Daladier et le gouvernement Philippe Macron? Je dis juste qu'on sent bien à la lecture du livre de Michael Feussel qu'il y a du Daladier dans Macron. Il y a du Daladier dans Macron. Il y a du Daladier dans Macron. Et donc, je dis que on est dans un contexte inquiétant, terriblement inquiétant. Et je relisais ce texte d'Émile Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Le J'accuse? Non, pas le J'accuse. Ce n'est pas dans le J'accuse, je crois, les phrases auxquelles je pense. C'est dans une lettre aux Français, à la France. Et il dit, aujourd'hui, ce sont les Juifs, demain, ce seront les protestants, et on a envie d'ajouter, et après-demain, ce seront les musulmans. Et les réactionnaires, il dit comme ça, je cite de tête, pardonnez-moi, mais il dit les réactionnaires embrassent la laïcité pour mieux l'étouffer. Et quand vous dites... Et la République pour mieux l'étouffer. Les principes républicains, parce qu'on est au moment de l'affaire Dreyfus, donc avant la loi sur la laïcité, mais il embrasse, ces réactionnaires embrassent la République, mais moi j'ajouterais la laïcité pour mieux l'étouffer. France, méfie-toi. Il dit France, méfie-toi, tu vas à la dictature. Quand vous dites il y a du Daladier dans Macron, ça va faire hurler. Comment ça va faire hurler? Ça va faire hurler. Daladier a conduit à Pétain, au régime de Vichy. Comparaison n'est pas raison. Mais ça Pensez à ça, oui, mais justement, j'insiste sur, permettez-moi d'insister, c'est-à-dire que on voit bien des parallèles possibles, mais les issues ne sont pas connues. C'est pas parce qu'en 38 on est allé à Pétain qu'aujourd'hui on est obligé d'aller à un fascisme au pouvoir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que nous sommes dans un contexte extrêmement tendu, et je ne crois pas que le positionnement du gouvernement qui fait le débat sur l'immigration, qui agite d'une certaine manière, avec des ministres qui tiennent des propos qui me paraissent parfois de nature non pas à apaiser et à éviter les amalgames comme le propose Emmanuel Macron, mais au contraire à alimenter cette espèce de climat qui est un climat délétère, vraiment délétère et dangereux, et que sa politique sociale nourrit aussi le ressentiment. Donc je dis qu'on a là aujourd'hui une situation qui est une situation dangereuse. Est-ce que vous mettriez un signe égal entre Macron et Le Pen? Mais non,
Bien sûr que non, je ne mets pas de signe égal. Je dis juste qu'il mène une politique et il n'est pas le premier. Hein, ça fait un moment que ça dure. Hein, je veux dire, ça fait 30 ans que ça dure. Hein, qu'on n'arrive pas à trouver la martingale. Et je pense que nous aussi, à gauche, devons en prendre notre responsabilité. Non, mais à gauche, plus globalement, devons en prendre notre responsabilité. Une question précise. Hein. Quand vous voyez ce qu'a fait cette sortie du conseil régional Front National au conseil régional de Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que ce genre d'incident ne vous conduit pas quelque part à faire votre autocritique par rapport au non-choix de 2017, c'est-à-dire de ne pas choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ? Moi, j'ai choisi, je le dis, je suis allée voter Emmanuel Macron, voilà, et j'ai appelé à faire barrage, et j'ai appelé à faire barrage à l'extrême droite. Le seul problème aujourd'hui, je vais vous dire, le problème aujourd'hui, c'est que y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. C'est-à-dire qui n'ont plus envie de faire ce barrage, qui en ont marre de ce chantage. C'est-à-dire qu'au nom de la lutte contre l'extrême droite, il faut voter pour ceux qui alimentent des politiques qui nourrissent l'extrême droite. Et donc on est comme la souris dans la roue, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est pas tant ce que nous, on va dire comme recommandation, que de constater dans le pays que des gens ne veulent plus se faire avoir avec ça. Donc ma responsabilité, notre responsabilité, c'est d'ouvrir une voie, une espérance du côté de l'émancipation, du progrès, et qu'on ne soit pas enfermé dans une alternative qui n'en est pas une, soit le pire, soit l'aggravation des recettes telles qu'elles existent. S'il y avait un nouveau choix à faire entre Macron et Le Pen, vous feriez quoi ? Là, pour l'instant, je me concentre à essayer de construire une voie émancipatrice. Je veux pas me résoudre. Et c'est pour ça, quand vous disiez sur Daladier, Macron, attention, ça va faire hurler. Je ne suis pas en train de dire il va se passer ça. Je suis en train de dire la comparaison entre les deux. Hein. Je suis en train de dire faisons attention. La situation est grave. La situation est grave. Des digues sautent. On va avancer, on va voir si des digues sautent aussi à la France Insoumise. 6 mois après votre échec, en tout cas l'échec de la France Insoumise aux élections européennes, est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition à Jean-Luc Mélenchon ? Je suis dans l'opposition. Ah bon, non, c'est pas ça. J'ai des moments où j'ai exprimé des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon. Mais là, c'est fini. C'est pas juste dans l'opposition. Là, c'est fini. Les désaccords. C'est toujours votre chef, Mélenchon, ou pas ? Alors vous me connaissez mal, hein. Moi je suis peut-être une insoumise parmi les insoumises, mais c'est pour vous provoquer. C'est toujours votre chef. Ça marche bien. C'est toujours votre chef ou pas ? Je suis féministe, je suis justement députée dans un mouvement qui s'appelle la France Insoumise. Donc l'idée de la soumission à un chef, c'est vraiment pas ma culture politique. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme d'avenir, un candidat certain en 2022, ou c'est un has-been ? Oh écoutez, je pense qu'il n'y a pas de certitude. Bien sûr, vous faites bien. Il n'y a jamais de certitude pour 2022. Enfin, je veux dire, qui peut dire, et même lui-même. Enfin voilà, ça n'a pas de sens. De savoir exactement comment se déroulera cette élection de notre côté, et dire c'est un has-been. Vous me voyez dire une phrase pareille. Mais vous le pensez ou pas ? Non, je ne pense pas ça. Je ne formulerai pas les choses comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on aille vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de questions à vous poser et des sujets importants. Les municipales, vous faites l'impasse dessus ou pas ? La France Insoumise ? Pas du tout. Et ça, moi, je le pense de longue date. Hein. Je pense que les élections municipales sont des élections structurantes dans notre pays. D'abord parce qu'elles intéressent considérablement nos concitoyennes et nos concitoyens, à même niveau que la présidentielle à peu près. Ensuite, parce qu'il s'y joue beaucoup de choses et que si on veut faire grandir une force politique, il faut qu'elle s'ancre dans les territoires. Ouais. Donc moi, je crois vraiment à l'importance de cette élection. Vraiment. Toujours sur la France Insoumise. Manon Aubry, l'ex-tête de liste de la France Insoumise aux Européennes, aujourd'hui donc députée européenne, a appelé le 17 octobre les militants du mouvement Extinction Rébellion à occuper le Parlement européen, vidéo à l'appui, au nom de la désobéissance civile. Est-ce que vous l'approuvez ? Oui, bien sûr, c'est une provocation. Oh, écoutez, c'est une provocation. Mais une provocation qui, a priori, pourrait être suivie, en tout cas selon ses vœux, devrait être suivie d'actes. Bon, d'actes quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez qu'Extinction Rébellion, le nom sonne pas tout à fait comme ils sont, je trouve, parce que Extinction Rébellion d'un seul coup. Mais en fait, le mot d'ordre, c'est de dire, puisque on est dans un moment d'effondrement d'une certaine manière, alors il faut une forme de rébellion. Mais ce sont des militants très pacifistes. Vous savez que ce sont des militants très pacifistes. Il y a Extinction Rébellion, ils ont même une charte de la sorte et ils ont des slogans qui moi me plaisent beaucoup. Ils disent si c'est pas maintenant, c'est quand ? Mais quelque part, on se dit, est-ce que c'est pas de la récupération politique ? Non, c'est du soutien politique à un mouvement qui pose des questions justes sur l'urgence climatique. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous appelez les militants
du mouvement Extinction Rebellion à occuper, à bloquer l'Assemblée nationale. Non, mais ils sont venus devant l'Assemblée à nationale. bloquer, rentrer. Et Madame Aubry, Madame Aubry, c'était pas à l'extérieur. Elle a montré comment il fallait rentrer, occuper le Parlement européen. Est-ce que vous faites la même chose? Non, mais écoutez, moi, d'abord, je suis responsable politique, donc je suis pas, comment vous dire, c'est pas moi qui donne des instructions aux mouvements sociaux pour savoir ce qu'ils ont à faire. Donc ils sont assez grands. Donc moi, je fonctionne pas comme ça. Voilà. Je trouve la proposition de Manon Aubry un peu comme une provocation, une manière de dire c'est le lieu de décision. Voilà un mouvement qui pose des bonnes questions et donc qu'ils viennent ici les sonner, les réveiller d'une certaine manière ces leaders. Moi, je le prends comme ça. Voilà. En revanche, j'ai trouvé que Ségolène Royal qui expliquait qu'il fallait interdire Extinction Rebellion, ça, je pense que c'est pas correct parce que ce sont des lanceurs d'alerte et qu'on en a besoin. Alors, lanceur d'alerte, vous avez lancé une alerte, c'était le 16 février dernier, je vous cite, vous aviez dénoncé sans réserve la haine à caractère antisémite qui s'est exprimée aussi. C'est vous qui parliez à ce moment-là, contre Alain Finkielkraut, donc en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Une haine, disiez-vous, inacceptable, quels que soient les désaccords profonds. Que vous précisiez avoir avec lui. Une déclaration, en l'occurrence un tweet, compris comme la dénonciation de l'antisémitisme islamiste. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est tout à fait ça. Et je vais vous dire, je suis très inquiète du fait que on ne fasse pas toujours correctement le lien, qui pour moi est fondamental. Je suis une femme de principe. Je combats l'antisémitisme de toutes mes forces, toujours. Parce que vous avez entendu tous les procès qui ont été faits. Et je combats. Oui, non. Et je ne le comprends pas. Je le dis sincèrement, c'est un procès que je ne comprends pas. J'ai toujours, quand il y a des actes antisémites, il me semble, alors je peux en avoir évidemment, peut-être à un moment donné, pas tous signalés, mais de façon tout à fait récurrente, je prends position. On vous a reproché deux choses, et puis puisque vous êtes là, on va vous poser les questions. Et je ne veux pas opposer ce combat au combat qui est celui contre le rejet des musulmans en France, parce que je pense que tous les racismes sont les mêmes. Voilà, tous les racismes sont les mêmes. Fondamentalement, la racine est la même, et c'est pourquoi je suis de ces racisme, antisémitisme, homophobie. Et j'ai été meurtrie comme nous tous par aussi cet attentat contre une synagogue, c'est-à-dire que Donc vous parlez de la synagogue de Halle en Allemagne. En Allemagne, bien sûr. D'ailleurs, juste à côté d'un restaurant turc, où l'on voit bien que chez les néo-nazis et chez certains, le lien du rejet, de la haine raciste, antisémite, fait sens. Un antisémitisme, Clémentine Autain, vous êtes députée de Seine-Saint-Denis, qui a conduit de nombreux juifs à quitter votre département, la Seine-Saint-Denis, donc dont vous êtes l'élu. Comment a-t-on pu passer en 30 ans, c'est-à-dire de SOS Racisme, à cette fracture, on va dire, intracommunautaire? C'est pas la seule fracture infracommunautaire. Je trouve qu'on en parle peu, mais il y en a d'autres et elles sont détestées. Mais il y a celle-là. Bien sûr qu'il y a celle-là. Il faut le remarquer. Je le sais. SOS Racisme, au départ, c'était un mouvement qui rapprochait les Juifs et les Arabes. Mais je suis pour rapprocher. Voilà. Et quand je vois des tags antisémites dans mon département, quand j'entends certains propos aussi, je dois le dire, je suis outrée. Je peux pas vous dire autrement. Je suis La France outrée. est malade aujourd'hui de l'antisémitisme. Elle est redevenue malade de l'antisémitisme. Elle a toujours été. Oui, et j'invite, je le dis sur cette antenne, mais je le dirai sur toutes les antennes, à vraiment bien faire le lien. On ne choisit pas entre ces deux combats. Le combat qui est aujourd'hui sur cette espèce de chasse aux musulmans qu'on voit dans notre pays et le combat contre l'antisémitisme. Pour moi, il faut mener les deux de front. Et c'est d'ailleurs être fidèle à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et d'être cohérent dans les principes qui sont les principes d'émancipation, de justice. Et je suis inquiète justement de cette espèce d'enfermement des uns et des autres dans des combats qui ne seraient pas convergents alors qu'ils devraient l'être. Alors, vous avez entendu en tout cas les accusations dont vous êtes l'objet à la France Insoumise, à savoir que par calcul électoral, c'est une question que je vous pose, bien sûr. Par calcul électoral, et pour être clair, en raison du vote musulman, vous avez longtemps préféré fermer les yeux face à ce nouvel antisémitisme en provenance, comme on dit, des quartiers. Non, je le vois et je le dénonce. Non, je suis absolument pas aveugle sur l'antisémitisme qui peut exister. J'ai d'ailleurs lu aussi les études. Je suis de près. Après, j'étais allée aussi à la marche blanche. Je veux le dire sur cette antenne. Je suis allée à la marche blanche pour Mireille Knoll et j'y avais toute ma place. Et d'avoir été à cet instant-là menacée de mort droit dans les yeux, en menaçant mes propres enfants, j'aurais aimé aussi qu'on dise que j'avais ma place. Ça a été dit ici.
Ça a été dit ici. Alexis Corbière était l'invité 10 jours après, ça a été dit ici. Donc je trouve que ça c'est un problème. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc faisons tous attention. Mais ça a été dit ici. Alexis Corbière était venu ici pour en parler justement. Et ce qui a laissé je suis de l'ensemble de ces combats et il faut fédérer ces combats. Et ce qui a laissé des traces. Et il faut faire attention. Et quand je vais dans des manifestations pour défendre le peuple palestinien, je le dis aussi, et que je vois des drapeaux israéliens qui sont brûlés. Oui, je le dis aussi que j'ai un malaise. Donc faisons attention partout, il faut quand même que des voix s'élèvent pour faire valoir un cadre qui soit un cadre de principe cohérent. Et justement, ce qui vous a été reproché, en tout cas à la France, plus généralement à certains élus de la France insoumise, c'est d'avoir participé en juillet 2014 à des manifestations pour Gaza, dans lesquelles... pour Gaza. Je n'ai pas manifesté pour Gaza. C'était à l'époque... Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Moi, je manifeste pour le droit des Palestiniens, d'accord, d'être libres. C'est ça mon combat. Contre le gouvernement israélien, en l'occurrence Netanyahou, qui colonise et est en train d'annexer un peuple. Et ça, je pense que c'est tout simplement cohérent. Et vous avez beaucoup, de juifs en France qui sont d'accord avec cette position et avec ce combat. On a entendu dans ces manifestations scander des slogans « mort aux juifs ». Ça, c'est insupportable. C'est intolérable et je le dis et je l'ai toujours dit. Et à l'époque, on n'a pas entendu beaucoup de voix, notamment de chez vous, qui dénonçaient ça. À tort. Je pense qu'il faut le faire et qu'il faut être absolument clair sur la dénonciation. Moi, mort aux juifs, c'est insupportable. Et même brûler les drapeaux israéliens, je le dis, je suis en total désaccord avec ça dans les manifestations qui visent à défendre justement la liberté et le respect des peuples. Dernière question vous concernant personnellement. Parmi les reproches qu'on vous a fait, et on en parle puisque vous êtes là, ça remonte en décembre 2015. Votre parti Ensemble avait appelé, d'après ce qu'on a vu sur des affiches, à se rendre à un meeting. En fait, non. Mais je vous précise les choses. Il faut que les auditeurs entendent. Bien sûr. Donc, à participer à un meeting de Tariq Ramadan à Saint-Denis. Depuis, on a dénoncé à de multiples reprises votre proximité avec Ramadan et votre indulgence, je dis ce dont on vous a accusé, vis-à-vis de l'islam radical et des frères musulmans. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, d'abord, c'est faux, puisque le mouvement Ensemble a mis l'information. C'était un meeting pour la paix, dans lequel il y avait Tariq Ramadan. Et suite à la discussion à l'intérieur du mouvement, a été décidé de ne pas appeler parce qu'il y avait Tariq Ramadan. Donc, après, je croise des gens qui me disent pourquoi vous organisez des meetings avec Tariq Ramadan. Alors vraiment, les bras m'en tombent. Parce et vous vous souvenez qu'à l'époque même, je ne l'ai jamais rencontré. Claude Barthelin, les socialistes, avaient dit on a perdu les régionales à cause de ça. Exactement. À cause de Clémentine Autain. Mais c'est complètement délirant. Ouais. Non, mais je veux dire, là, on est à un niveau de délire maximum. Et Manuel Valls a expliqué que je nouais des accords avec les frères musulmans. Et vous dites c'est faux. Mais non seulement c'est faux, mais en 2005, j'ai retiré ma signature d'un appel parce qu'il y avait Tariq Ramadan et j'ai fait une tribune dans Le Monde pour dire mon désaccord, notamment sur la question des femmes, avec Tariq Ramadan. Il nous reste 2 minutes, il faut aller vite. On parlait de l'antisémitisme islamiste, vous avez parlé de l'attentat contre la synagogue de Halle en Allemagne. Donc un antisémitisme islamiste qui vient de se juxtaposer au antisémitisme d'extrême droite en France et en Europe. On l'a encore donc vu ce 9 octobre à Halle en Allemagne, un passage à l'acte favorisé par des discours des idéologues de la fachosphère comme Alain Soral, Dieudonné, on va en citer quelques-uns, Rissen, Walin Escada. Est-ce que l'on fait assez contre ces gourous de la peste brune ? Non, je pense qu'on fait pas assez. Je dis franchement, je pense qu'il faut être ferme. Alors, c'est pas toujours que du côté de l'interdiction, parce que je vois une tendance toujours à interdire. Il faut mener la bataille politique. Sur les réseaux sociaux, mais je vois là cette gangrène qui est là. Et moi, j'essaie de faire en sorte d'être extrêmement claire. Vous le savez, Étienne Chouard, par exemple, voilà, dans mon mouvement, on me l'a j'ai dit attention. Dont Ruffin, votre collègue à Force Insoumise, s'était rapproché. Non, il s'était pas rapproché. Il valorisait le fait. Et ça, c'est vrai qu'il a posé la question du RIC, Étienne Chouard. Et attention, faisons attention, François Ruffin. Donc Chouard proche de Soral. Oui, mais ne mettons pas François Ruffin comme s'il n'était pas clair. Je ne crois pas ça. Oui, mais je dis qu'il faut faire très attention. Il a tenu des propos négationnistes. C'est grave. Alors, donc, il faut être ferme. Gourou de la fachosphère, de la peste brune, gourou aussi islamiste, gourou fondamentaliste. Ça fait du monde, hein ? Ça fait beaucoup de monde, ils se rejoignent. Bah oui,
Donc c'est pourquoi nous avons à être très clairs dans nos positions et aussi dans nos prises de distance avec ceux qui disent des choses terrifiantes sur l'histoire, qui révisent l'histoire et qui tiennent des propos racistes, antisémites. Et je crois que c'est notre responsabilité aujourd'hui de revenir sur les principes. Merci en tout cas Clémentine Autain d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.